La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD dispose désormais d'un nouveau siège pour sa direction urbaine Kinshasa-Est. Inauguré ce mercredi par la vice-ministre des Finances, Onej Ntele, cet immeuble rénové s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de travail des agents publics et d'optimiser la collecte des recettes non fiscales. Placé sous les hauts patronages du président Félix Antoine Tshisekedi, cette inauguration est une étape supplémentaire dans la modernisation des services financiers de l'État. Ces bâtiments répondent à la vision du chef de l'État en matière d'efficacité administrative et de renforcement des infrastructures publiques, a déclaré le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudi. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des cadres et agents de la DGRAD et par-dessus tout pour une fiscalité au service du développement de la République démocratique du Congo et du bien-être de sa population. Initialement conçu à usage résidentiel, l'édifice a été restructuré pour accueillir les services de la DUC après l'attribution d'un marché public en janvier 2025. Il comprend 23 bureaux, une salle de réunion, des espaces de formation ainsi que des sanitaires aux normes hygiéniques. Dans un contexte où le gouvernement cherche à accroître des ressources internes, la DGRAD joue un rôle clé dans la collecte des recettes non fiscales. Des agents travaillant dans de bonnes conditions seront plus efficaces pour garantir des rentrées optimales au trésor public. Et là, les conditions sont réunies. Donc, on n'a plus de raison à avancer. Et là, j'en appelle à tous les agents et cadres de cette direction pour donner les meilleurs d'eux-mêmes. J'ai confiance en eux. Cette modernisation s'inscrit dans la stratégie de la première ministre Judith Suminwa pour financer les priorités des développements national. À la prise de conscience des cadres et agents de la direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est, qui vont y travailler, de veiller à les maintenir en état de propriété, d'utiliser l'immobilier en bon père de famille et de réserver un accueil chaleureux et courtois aux assujettis et à toute personne à la quête des informations et ou à l'assistance concernant leurs obligations fiscales. Au-delà de l'aspect infrastructurel, ces nouveaux sièges incarnent une volonté de renforcer la crédibilité de l'administration fiscale. Nommé par ordonnance présidentielle, André Ouamesso a été officiellement installé ce lundi 4 août comme gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle. La cérémonie de remise et reprise, présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba, marque le départ de Malangouka Bedimboui qui dirigeait l'institution depuis 2021. Ces changements interviennent alors que la RDC cherche à consolider la stabilité économique et à accélérer les réformes du secteur financier. Ancien directeur des cabinets adjoints du président Félix Tshisekedi en charge des questions économiques et financières, André Ouamesso hérite d'un portefeuille stratégique dans un contexte marqué par une inflation persistante et une pression continue sur la monnaie nationale. Parmi les chantiers prioritaires du nouveau gouverneur figurent la stabilisation du franc congolais, la maîtrise de l'inflation, la promotion de l'inclusion financière et l'accélération de la digitalisation du système bancaire. Malangouka Bedimboui, première femme à avoir dirigé la Banque centrale du Congo, quitte ses fonctions après un mandat marqué par des efforts de modernisation institutionnelle et de coordination avec les partenaires internationaux. Elle sera désormais la présidente du conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO en sigle. La passation s'inscrit dans une dynamique plus large de réajustement à la tête de plusieurs institutions stratégiques du pays, engagées par le président Félix Tshisekedi au cours de ses seconds mandats. Après environ 8 ans d'arrêt des travaux, les mouvements des machines reprennent sur le site de Katende en vue de la construction d'une centrale hydroélectrique de 64 MW. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou s'en est rassuré en début du week-end dernier
lors de sa visite éclair sur ces chantiers, situés à environ 90 km de la ville de Kananga, dans les territoires de Dibaya. Sur place, au-delà de la société Angélique Internationale et son bureau conseil éco-énergie, qui s'occupe de la production de la centrale, la société Mining Engineering Service et son bureau conseil Grand International Group, qui s'emploie également aux travaux de la ligne des transports de l'électricité, ont tour à tour expliqué au chef de l'exécutif provincial le schéma opérationnel de leurs activités avant que ces derniers ne visitent entièrement les différentes parties du site. Ingénieur Rémi Matalapasso du ministère des Ressources hydrauliques et délégué à pied d'œuvre de la centrale explique la nature des travaux en cours. Aujourd'hui, Excellence gouverneur a trouvé un changement. On a vidé l'eau des canaux déjà, on a fait les digues pour arrêter l'infiltration d'eau vers les ouvrages des génie civils. Actuellement, d'abord, nous sommes en train de renforcer notre digue parce que déjà les travaux des génie civils, bientôt ça va commencer comme la société Angélique a mis tout vraiment en marche. Très émerveillé, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou veut voir ces travaux qui ont repris aller jusqu'au bout. Pour cela, l'autorité provinciale s'est notamment engagée à porter les plaidoyers de la société Angélique Internationale pour l'obtention des exonérations sur un lot de machines bloquées censées ajouter son arsenal technique. Ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement les travaux de construction de la chute Katende ont réellement commencé. Nous ne sommes plus dans le rythme des phases précédentes. Aujourd'hui, les travaux se font de manière concomitante. Les travaux de génie civil sur la rivière, en même temps, les travaux de construction de la ligne devant transporter le courant vers les centres urbains. Et ça, c'est à encourager. Si nous avons la liste des engins qui nécessitent l'exonération, eh bien, je vais transmettre sans délai au ministère des Finances pour que cela soit fait. Parce que c'est cela que le chef de l'État veut. On ne peut pas se constituer un obstacle par rapport aux travaux. Il ne faudra pas que les engins soient retenus au motif qu'on n'a pas payé. La centrale hydroélectrique de Katende est un défi pour le développement industriel de la région du Kasaï. L'ouvrage dont les travaux viennent de reprendre est censé être rendu dans 24 mois. La 6e conférence mondiale des présidents des parlements s'est clôturée le jeudi 31 juillet 2025 à Genève en Suisse sur une note de satisfaction pour la République démocratique du Congo. Le plaidoyer mené par les présidents des 2 chambres du Parlement congolais à cette réunion de haut niveau organisée par l'Union interparlementaire et les Nations Unies a porté ses fruits. En marge de la clôture de cette conférence, le secrétaire général de l'Union interparlementaire, le Camerounais Martin Shungong, s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui du Sénat Jean-Michel Samaloukonde au siège de l'EEP à Genève. Dans sa communication, Martin Shungong a salué au nom de l'Union interparlementaire la signature de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, intervenu le 27 juin dernier sous la médiation du président américain Donald Trump. Il a par ailleurs annoncé la disponibilité de l'UEP à accompagner ce processus vers son aboutissement en activant la diplomatie parlementaire au niveau international et régional pour appuyer les parlements congolais et rwandais dans leur mission d'accompagnement des gouvernements respectifs dans la mise en œuvre de cet accord qui exige le respect des engagements pris. Martin Shungong a renchéri en appelant les 2 présidents des chambres du Parlement congolais à mettre en place au sein de leurs institutions respectives un mécanisme de vulgarisation de cet accord auprès de la population et de la classe politique congolaise afin d'en assurer l'appropriation par l'ensemble des citoyens. À ce sujet, l'Union interparlementaire s'est dite prête à financer cette démarche comme elle a fait dans certains pays qui, grâce à la diplomatie et au dialogue, se sont engagés à mettre fin au conflit pour faire place à la paix. Martin Shungong a également annoncé que l'UEP entend se joindre à la démarche déjà amorcée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie afin de conjuguer leurs efforts pour la réussite de ce processus. Le soutien apporté par l'Union interparlementaire au processus de paix en cours en République démocratique du Congo marque l'aboutissement d'un travail acharné mené par le Parlement congolais à travers la diplomatie parlementaire pour inviter la communauté internationale à soutenir l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier. Cette conférence, considérée comme le forum parlementaire de plus haut niveau au monde, a rassemblé des centaines de participants dont 102 présidents de parlement, dont 4 vice-présidents, des parlementaires, des diplomates, des responsables des Nations Unies, des experts, ainsi que des représentants de la société civile, du monde académique et des médias. Le comité provincial des pilotages du Kasaï central de l'Union des coordinations du programme d'investissement pour la forêt a tenu une réunion ce mardi 5 août 2025 à Kananga dans le cadre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes.
À en croire Yannick Luamba, expert en suivi et évaluation de l'UCPIF et représentant du responsable national, l'objectif était d'évaluer le programme. Il a salué les bonnes recommandations issues des discussions. Le COPIL s'inscrivait dans une démarche de présenter l'état d'avancement du projet depuis son lancement au mois de novembre 2024. Beaucoup de choses ont été faites. Il fallait qu'on vienne le dire à différentes parties prenantes pour qu'ils voient que le projet est en train d'être mis en œuvre de façon à contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Et il était question que toutes les parties prenantes qui soient là, qui puissent nous proposer aussi des recommandations pour améliorer ce qui est en train d'être fait. Et c'est ce qui fut fait, donc on a eu de belles recommandations. Le ministre provincial de l'Environnement, Kabouaï Kabongo, qui a lancé officiellement le travaux, a salué les travaux déjà menés sur le terrain dans le cadre du projet Pifores. Jusque-là, je pense que c'est satisfaisant. Nous sommes, je pense, dans le bon terme. Mais c'est vrai qu'il y a des activités que nous devons accélérer et nous pensons que d'ici là, avec la mise en place des ALE, qui sont des structures d'exécution, les choses vont beaucoup plus s'accélérer. Les administrateurs des territoires ont promis leur engagement pour la réussite du projet. C'est le cas de Jean-Roger Chitengue qui dirige les territoires de Kazumba. Nous leur promettons notre soutien parfait et notre implication parfaite pour le bien-être du projet et bien-être aussi de la population. Parce que le projet a dit qu'il doit aussi améliorer les conditions des ménages. Voilà, qui dit les ménages dit aussi donc les territoires, dit les secteurs et les groupements. Signalons que depuis son lancement au Kasaï central, Pifores a déjà acquis 15 tricycles pour les halles déjà livrés à Kananga. 5 pick-up Land Cruiser en raison d'un par halle déjà disponible à Kinshasa et en attente d'acheminement à Kananga et l'achat de 30 motos pour les halles déjà livrées à Kananga. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a remis ce jeudi à Kananga des motos aux services territoriaux de l'agriculture. Objectif, améliorer la mobilité des agents dans les secteurs ruraux. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du Programme national de développement agricole qui entend renforcer le suivi des activités sur le terrain. Pour la coordination provinciale du PNDA, c'est une étape supplémentaire après la remise des véhicules aux inspections provinciales. Cette fois, ce sont les antennes locaux qui sont concernées. Nous avons été ici il y a quelques mois. Nous avons doté les inspections provinciales des véhicules et cette fois-ci, nous revenons pour doter les inspections territoriales ainsi que les inspections sectorielles de moyens de locomotion afin de les capaciter, de les rendre capables à pouvoir faire le suivi et la coordination des activités du PNDA dans leurs entités respectives. Présent à la cérémonie, le coordonnateur national du PNDA salue un appui concret porté par les autorités provinciales et nationales. En dehors de la composante 1, où vous êtes très actif, monsieur le gouverneur, nous venons de terrain, nous l'avons appris et nous avons vu. Monsieur le ministre, toutes nos félicitations. Mais pour que ce travail soit pérenne, pour que ce travail soit durable, il y a une composante du PNDA qui s'adresse directement aux agents de l'administration des secteurs concernés par le PNDA. C'est la composante 3, renforcement des capacités. Vous appelez souvent appui institutionnel, effectivement. Cette composante voudrait doter ceux qui travaillent dans le secteur de l'agriculture des moyens pour pérenniser les acquis du PNDA. Le gouverneur, lui, appelle à un usage strictement professionnel des engins. Ce n'est pas à l'utilisateur d'en faire une propriété privée, non. Ce sont les engins qui sont mis à la disposition de la province, à la disposition du ministère, pour que ça soit orienté vers les services. Un geste salué par les bénéficiaires qui y voient un levier pour mieux accompagner les agriculteurs au quotidien.